La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et plaisir de vous retrouver au sommaire. Le gouvernement prend langue avec les responsables et tenanciers de bars et restaurants. La situation actuelle du Covid-19 oblige. Il faut donc mettre à contribution tous les acteurs engagés dans la lutte. Le point des échanges en début de votre édition. Aux États-Unis, Joe Biden durcit le ton pour relancer la vaccination anti-Covid-19. Le président américain fustige également les élus qui travaillent activement pour saper la lutte contre la pandémie. Nous serons à Washington également dans cette édition. Nous serons enfin à l'université de Lomé pour être aussi témoins d'un événement, la présentation de la méthode Abou basée sur la construction bioclimatique, une pratique révolutionnaire qui également suscite notre attention. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans cette édition. Et nous ouvrons ce journal avec ce communiqué du gouvernement. Face à l'inquiétante flambée de la pandémie de la Covid-19 dans notre pays, après consultation du conseil scientifique et des différents acteurs, le gouvernement tient à rappeler que toutes les mesures restrictives restent en vigueur. Elles sont d'application stricte et précisées comme suit. Interdiction de toutes les manifestations culturelles, sportives et politiques pour une durée de mois à compter du 10 septembre 2021. Interdiction de toutes les célébrations de mariage civil, religieux et traditionnels pour une durée de mois à compter du 10 septembre 2021. Fermeture de tous les lieux de culte pour une durée de mois à compter du 10 septembre 2021. Interdiction des funérailles. Demande d'autorisation auprès du préfet pour les cérémonies d'enterrement. 15 personnes au maximum. Fermeture des grands bars et des discothèques et boîtes de nuit. La liste des bars concernés fera l'objet d'un arrêté du ministre en charge des loisirs. Interdiction des ateliers et des réunions physiques pour une durée de mois à compter du 10 septembre 2021. Les administrations sont invitées à privilégier les réunions virtuelles, le cas échéant assujettir l'accès à la présentation d'une preuve de vaccination. Présentation d'une preuve de vaccination pour accéder aux bâtiments administratifs. Tout contrevenant à ces mesures s'expose à des sanctions conformément aux lois et règlements en vigueur. Le gouvernement invite les responsables de chaque secteur, transport, artisanat, commerçants et commerçantes des marchés à poursuivre la concertation afin de faire respecter les mesures et au cas échéant, définir ensemble les solutions les plus adaptées pour garantir une application stricte. Il encourage la population à se faire massivement vacciner, à respecter les mesures barrières et à rester vigilante. Seul ce sursaut individuel et collectif nous permettra de reprendre progressivement une vie active normale. La liberté collective dépend de la responsabilité individuelle de chacun. Un ajustement des mesures sera fait selon l'impact du respect des mesures sur la courbe ascendante de la pandémie. Communiqué rendu public par le gouvernement. Comme annoncé en début de cette édition, les acteurs culturels, les tenanciers de bars et restaurants ont rencontré le ministre togolais en charge des loisirs. Au menu des échanges, la décision du gouvernement en lien avec la situation actuelle du Covid-19. Les deux parties veulent s'accorder sur l'essentiel et mettre fin au cas de contamination. Le point avec Ekwissala. Les manifestations culturelles et sportives à nouveau suspendues pour un mois et les bars sous verrou. La nouvelle décision du gouvernement concerne plus les secteurs des arts, de la culture et des loisirs. Face au ministre en charge du secteur, tenanciers des bars et restaurants, acteurs culturels et touristiques sont amenés à comprendre et à adhérer à l'urgence des mesures. Nous accompagnons le gouvernement dans le respect de ces mesures. Seulement, nous demandons au gouvernement de nous accompagner
vraiment qu'on ait des mesures d'accompagnement pour qu'on puisse un temps soit peu soulager nos souffrances. Nous souffrons sérieusement. Nous n'avons que la seule activité, tenir un bar. Nous avons des engagements envers les microfinances et les banques. Nous avons aussi des engagements au niveau du gouvernement même, puisque nous avons des charges fiscales que nous payons. Et chaque fois qu'il y a de ces mesures, ils ne tiennent pas compte de ça. S'ils peuvent nous autoriser à ouvrir, mais avec des conditions. Sinon, c'est difficile de survivre comme ça. Ces mesures ne sont pas tout à fait nouvelles. Elles sont en vigueur depuis la décision de l'état d'urgence sanitaire au Togo. Juste un rappel, pour améliorer la situation de la pandémie du Covid, de plus en plus inquiétante depuis quelques semaines. La situation pandémique dans notre pays devient grave et inquiétante. Et à cela, aucun sacrifice ne serait plus de trop. Donc c'est en ce sens que nous avons échangé avec les acteurs du secteur de la culture, les acteurs du secteur du tourisme, pour leur rappeler la nécessité de mettre chacun du sien pour que rapidement nous puissions venir à bout de la pandémie. C'est des mesures qui existaient déjà. Peut-être que le seul changement, c'est la fermeture des grands bars. Et c'est à cela qu'il faut s'atteler, expliquer quel sens nous donnons aux grands bars et comment ça va se faire. Tout bar petit aujourd'hui, qui par la fois des choses dans ces circonstances-là grands, sera aussi fermé. La liste des bars à fermer sera publiée dans les heures à venir. Jeudi déjà, certains bars ont été amenés à cesser leurs activités pour non-respect des mesures barrières. La force anti-Covid est appelée à veiller au respect strict de cette décision du gouvernement. Au bout d'un mois, cette mesure pourrait être revue si la situation de la pandémie s'améliore. Le gouvernement togolais multiplie d'autres actions pour être aussi plus efficace dans la lutte contre la pandémie liée au nouveau coronavirus. Depuis hier, des lots de vaccins anti-Covid ont été réceptionnés, Sinovac et AstraZeneca. Le point ce soir de la réception de plus de 80 000 doses d'AstraZeneca avec Sandra Ziagui. Des cargos contenant du vaccin AstraZeneca. À l'intérieur, 81 600 doses. Des doses de vaccins reçues dans le cadre du mécanisme COVAX. Tous ces efforts-là concourent à renforcer les excellents efforts du gouvernement en matière de lutte contre la pandémie de la Covid-19. Le Togo fait partie des pays qui ont le plus fait en matière de lutte contre la pandémie et nous saluons réellement les efforts du gouvernement du Togo en la matière. En moins de 24 heures, le Togo a reçu 2 différents lots de vaccins, Sinovac et AstraZeneca. Un engagement de l'État pour venir à bout de la pandémie. Le résultat des efforts déployés par le chef de l'État pour mettre fin à la propagation de cette pandémie. Et c'est le lieu de dire un grand merci à tous nos partenaires, d'exprimer notre gratitude au chef de l'État et d'inciter, d'inviter la population à aller absolument et massivement se faire vacciner. La vaccination et les mesures barrières sont les 2 piliers devant nous permettre d'endiguer la propagation de cette maladie dans notre pays. La stratégie vaccinale est davantage renforcée. L'appel est donc lancé aux réticents de faire le pas vers les vaccinodromes. Le signal de la TVT dans le bouquet Canal+ subit actuellement des perturbations au niveau du son. Les techniciens de Canal+ sont à pied d'œuvre pour un retour rapide à la normale. La campagne de vaccination se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Un tour ce soir à Kara et à Guérékouka avec Nestor Mouzou. Le site de vaccination contre la Covid-19 au centre hospitalier préfectoral de Guérékouka. Les candidats se font désirer. C'est près de 2 heures après notre arrivée qu'un jeune se présente. Il a droit à sa 2e dose. J'ai pris ma première dose le 28 avril 2021. Je compte sensibiliser mes camarades à venir se faire vacciner. La vaccination contre la Covid-19 se fait dans tous les centres de santé dans la préfecture de Dankpen comme dans les autres. Ici, si au début l'engouement était perceptible, cet engouement s'est nettement étiolé. Pour la première dose, nous avons eu à vacciner 3 178 personnes. Et pour la 2e dose en cours, nous avons eu à vacciner 2 615 personnes.
avec non seulement le Pfizer et l'AstraZeneca. Quand les vaccins étaient entre-temps terminés pour la première dose, il y avait quand même une bonne partie de la population qui réclamait les vaccins. Maintenant que c'est venu, ça a commencé un peu. Au contraire, l'engouement est au rendez-vous à la polyclinique de Kara. Beaucoup sont conscients du danger que constitue la Covid-19 et sont venus pour se prémunir. Je veux me protéger contre la maladie corona parce que si je ne me vaccine pas, ça peut faire que je peux attaquer cette maladie-là et contaminer les autres. Covid-19 est sorti là. Nous-mêmes, on a vu ce qui se passe dans la vie. Et on ne peut pas rester comme ça sans se vacciner. Par exemple, moi, je suis dans la restauration. Si tu ne te vaccines pas, tu vas contaminer les gens. Tout le monde n'a qu'à sortir se vacciner. La vaccination de masse contre la Covid-19 a commencé en avril dans le district sanitaire de la Kosa et elle se déroule à la satisfaction des responsables du district. Jusqu'à la date du 7 septembre, on avait 3801 personnes vaccinées pour le vaccin Pfizer. Et je rappelle que ce vaccin est utilisé en deuxième dose pour ceux qui ont eu affaire à AstraZeneca et qui attendaient leur deuxième dose. Au niveau de l'université Le Monde étudiantin, on a commencé le 9 juin 2021 et nous vaccinons là-bas jusqu'à ce jour. Pour les premières doses, on est jusqu'à ce jour plus de 11 000. Et pour les deuxièmes doses, nous sommes au-delà de 5 000 vaccinés. La courbe de contamination de la maladie à coronavirus est ascendante dans le pays. L'heure est donc grave. Chaque citoyen doit être animé du bon sens pour aller se faire vacciner afin de rompre la chaîne de contamination. Le point de la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour de vendredi 10 septembre 2021 et la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 23 450, 186 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 18 392, 151 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 4 854. Le nombre de décès est de 204, un nouveau décès depuis hier chez une personne non vaccinée porteuse de comorbidité. Situation rendue publique ce jour par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiyawa. On ne le dira jamais assez, à chaque vaccination, c'est la vie qui reprend. Aux États-Unis, ce message a été repris d'une manière plutôt forte par le président Joe Biden en présentant un plan pour rendre obligatoire la vaccination pour des millions de salariés des secteurs publics et privés. Il a aussi fustigé les élus qui travaillent activement pour saper la lutte contre la pandémie. Reportage avec le confrère de France 24. Longue allocution télévisée, Joe Biden hausse le ton. Le variant Delta progresse dangereusement aux États-Unis, mais les sceptiques de la vaccination sont encore nombreux. Mon message aux Américains non vaccinés est le suivant. Qu'attendez-vous? Qu'avez-vous encore besoin de voir? Nous avons été patients, mais notre patience a des limites. Et votre refus a causé tout ça. Le nombre quotidien de vaccinations a considérablement ralenti ces derniers mois dans le pays. 80 millions d'Américains, soit un quart de la population, n'ont reçu aucune injection. Alors Joe Biden opte pour la manière forte. Le président américain a signé un décret rendant la vaccination obligatoire pour la plupart des employés fédéraux, les sous-traitants, mais aussi le personnel de santé. Les entreprises de plus de 100 salariés sont aussi priées d'exiger la vaccination de leurs employés, ou à défaut, un test négatif chaque semaine. Mais ce plan est susceptible de se heurter à des défis juridiques. Les législateurs républicains dénoncent une atteinte aux libertés individuelles. On vous rappelle ce soir que le signal de la TVT dans le bouquet de Canal+ subit actuellement des perturbations au niveau du son. Les techniciens de Canal+ sont à pied d'œuvre pour un retour rapide à la normale. L'actualité ce soir, c'est aussi l'enrichissement du rapport provisoire de l'analyse diagnostique sur la corruption au Togo. La PLUSIA est actuellement à pied d'œuvre pour mettre en place une stratégie de lutte nationale. Les précisions avec Ramdan Bassina. Parmi les outils de prévention et de lutte contre la corruption figure la planification. Le Togo opte pour l'élaboration de sa stratégie nationale. Avec les parties prenantes, le rapport provisoire de l'analyse diagnostique de la situation de la corruption au Togo fait l'objet de discussions. Ce processus a commencé le 30 juillet 2020 avec l'installation officielle du comité de pilotage. Le 21 mai dernier,
l'élaboration a été officiellement lancée par le gouvernement. Donc, cette élaboration doit durer 12 mois au maximum. Puisque l'élaboration est inclusive, participative, tout le monde doit participer. C'est pourquoi nous avons organisé une série d'ateliers pour que toutes les couches socio-économiques du Togo puissent venir apporter leur contribution pour enrichir ce rapport provisoire. L'analyse du cadre juridique et institutionnel de la prévention de la lutte contre la corruption, de même que la situation générale, vont être passées au peigne fin. On est dans l'ère de la planification stratégique. On ne peut pas se réveiller pour faire un pilotage à vue. Donc c'est pour raison pour laquelle nous sommes là à une partie très importante du processus. C'est l'analyse diagnostique. Si on rate le diagnostic, on aura une mauvaise ordonnance. Le Togo fait de la lutte contre la corruption un impératif pour l'essor du pays. Et la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées s'y est bien engagée. La suite avec ce communiqué de la Plucia, l'atelier réservé au ministère de la Justice et de la Législation et au ministère de la Sécurité et de la Protection civile qui devrait se tenir ce vendredi 10 septembre est reporté au mercredi 15 septembre au même lieu et à la même heure. Conformément au communiqué du gouvernement du jeudi 9 septembre 2021, l'admission dans les salles où se tiennent les ateliers est subordonnée à la présentation obligatoire de la preuve de la vaccination contre le Covid-19. Communiqué est signé par le président Essohana Wiao. Vous êtes un jeune entrepreneur, il vous manque peut-être la gestion et le contrôle de vos finances et de votre entreprise. Une solution est proposée à travers ce 9e numéro du mercredi de l'entrepreneur. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME et PMI dégage ici avec ses partenaires des techniques managériales. Le point avec Marie-Reine Abeta, commentaire Ulrich Amiga. Peu de PME-PMI togolaises disposent d'un véritable système de contrôle, de gestion. Et pourtant, l'outil s'avère indispensable pour anticiper les risques. À cette rencontre webinaire, l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI, ANPGF, veut amener les dirigeants et cadres d'entreprise à cerner l'importance. L'ANPGF a décidé d'organiser le webinaire de ce jour sur le système de contrôle de gestion, outil d'aide à la prise de décision performante de la PME, d'abord pour aider les entreprises à mieux comprendre l'importance du système de contrôle et ensuite à mettre en place au sein de leur entreprise des outils efficaces qui leur permettront d'améliorer leurs résultats et d'assurer également une performance durable. Une centaine d'entrepreneurs prennent part à cette formation. In fine, ils devront être à même d'asseoir durablement un système de contrôle efficient dans leurs différentes entreprises. Nous allons les montrer les techniques nécessaires pour permettre de faire une prévision sur une période de 1 an qu'on appelle budget et suivre ce budget, le contrôler, dégager les écarts et pouvoir les analyser et les justifier. Et enfin prendre des décisions ou des mesures correctives pour que l'entreprise puisse évoluer dans le temps. En plus du recyclage périodique des entrepreneurs, la NPGF les accompagne également à travers des crédits. La suite de votre édition avec ces communiqués. La présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la deuxième séance plénière de la deuxième session ordinaire de l'année aura lieu le mardi 14 septembre 2021 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Communiqué signé par la deuxième vice-présidente Maïmounatou Ibrahima. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social porte à la connaissance des candidats au concours de recrutement directeur régional du personnel médical, paramédical, administratif et d'appui pour le compte du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, session du 5 décembre 2020, et qu'ils peuvent consulter la liste des candidats déclarés admis au lieu suivant. À Lomé, au ministère de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, en face de l'hôtel Palm Beach, au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins,
si au bloc administratif de GTA. À l'intérieur du pays, les directions régionales du travail et des lois sociales, les directions régionales de la santé. Communiqué signé par le ministre de la fonction publique, Gilbert Bawara. Je vous annonçais la méthode Abou, et oui, c'est juste une pratique de construction bioclimatique. Abou Moussa, l'initiateur, a animé ce jour à l'Université de Lomé une conférence de partage d'expériences sur la méthode dite révolutionnaire dans la construction de bâtiments durables et qui consomment moins d'énergie. Nous reviendrons plus en détail sur le sujet dans nos prochaines éditions. Venons-en maintenant à l'actualité liée au Conseil des ministres tenu hier. Il faut le rappeler, le Conseil a examiné 5 avant-projets de loi et écouté 3 communications. Ce soir, nous vous proposons l'intégralité du point de presse animé par le duo professeur Akoda Ayewadan et Christian Trimois, ministre et porte-parole du gouvernement. Jean Legrand Polorini du journal Canal D. Le gouvernement veut rendre l'assurance maladie universelle au bénéfice de tous les Togolais. Jusqu'à présent, c'étaient les fonctionnaires et les agents de la fonction publique qui étaient bénéficiaires. Quel pourrait être le mécanisme pour que les Togolais de l'informel et ceux qui ne travaillent pas ou qui sont dans l'incapacité de cotiser puissent bénéficier également de cette assurance maladie universelle? D'abord, il faut peut-être parler de l'existant, parce que la loi sur l'assurance maladie universelle au Togo est clairement une innovation, mais c'est une innovation qui a été construite étape par étape. Il y a un existant. Il y a l'INAM que vous connaissez tous, il y a le programme School Assure, et puis il y a aussi une amélioration continue des différents plateaux techniques dans nos hôpitaux. Fort de tout cet existant, le gouvernement franchit une nouvelle étape en adoptant en Conseil des ministres cet avant-projet sur l'assurance maladie universelle. Alors, à partir du moment où on parle de l'universalité de cette assurance, on englobe dans le dispositif toutes les personnes résidant sur le territoire, enfin tous nos concitoyens. Alors, votre question était de savoir comment l'on financerait la part qui reviendrait aux personnes indigentes. Le mécanisme est assis sur la solidarité. C'est pour cela que l'assurance maladie universelle au Togo est un message fort d'inclusion. Alors, la solidarité, pourquoi? Parce que chacun doit contribuer à ce dispositif, mais tous ne peuvent pas contribuer à la même hauteur et tous n'ont pas le même besoin. Et aujourd'hui, le dispositif permet à chacun de bénéficier pour le moment d'un paquet de soins, d'un accès à un paquet de soins. Donc les personnes indigentes, dans l'immédiat, ne vont pas contribuer, mais dès lors qu'elles retrouveront par exemple un travail, elles contribueront. Et pour le moment, les autres qui ont déjà un travail et qui contribuent au dispositif leur viennent quasiment en secours. C'est véritablement un système de solidarité et de mutualisation des risques. Jusqu'à présent, les lieux de culte n'ont pas été considérés comme des clusters, alors que les bars et les lieux funéraires sont bondés de monde. Pourquoi toujours une fixation sur les lieux de culte et pas sur les bars qui sont aujourd'hui des endroits où beaucoup de personnes s'attroupent? Pourtant, dans les lieux de culte, il y a un certain ordre qui est respecté. Très bien. Alors, il n'y a pas de fixation. Je pense qu'il faut véritablement être au clair là-dessus. Il n'y a pas de fixation sur des lieux particuliers. Si vous lisez la politique du gouvernement, c'est d'abord une politique de dialogue avec les différents acteurs de notre pays. Et systématiquement, au terme de ces dialogues, il y a des décisions qui sont prises. Aujourd'hui, comme vous le dites, il y a des discussions au regard de la situation actuelle, qui est une situation qui est clairement alarmante. Et cette situation, nous le savons tous, est due à un défaut de respect des mesures barrières, à un laxisme qui s'est installé dans la gestion de la pandémie. Nous avions fait preuve, il fut un temps, de beaucoup de discipline, d'organisation et d'efficacité dans
la lutte contre cette maladie. Et à chaque évolution, le gouvernement prend des mesures. Et ces mesures sont en général celles qui sont adaptées à l'heure. Et actuellement, je le disais tout à l'heure, il y a des discussions qui sont en cours et qui aboutiront sans doute à une prise de décision. Les lieux de culte ne sont pas des cibles. Au contraire, les lieux de culte, vous l'avez dit, ont fait preuve de beaucoup de discipline jusqu'alors, même s'il a été observé des débordements ici et là. Et en fonction des résultats des discussions qui sont en cours, vous verrez, les décisions seront prises et elles n'excluront personne. Le gouvernement a décidé également d'accentuer la sensibilisation à propos de la vaccination contre le Covid-19. Beaucoup de citoyens à l'intérieur du pays, ayant pris la première dose d'AstraZeneca, se plaignent de ne pas avoir la deuxième dose parce que lorsqu'ils se rendent dans les centres de santé, on leur fait comprendre que le Pfizer n'est pas disponible. Pourtant, il y a de cela quelques semaines, il nous avait été confirmé sur les antennes des médias que le vaccin Pfizer pouvait être utilisé comme deuxième dose. Pourquoi ce dysfonctionnement à l'intérieur du pays et qu'est-ce qui peut être fait pour que les citoyens puissent avoir leur deuxième dose? Alors, la situation que vous relevez est une situation qui est avérée, qui a été identifiée, qui est monitorée. En réalité, lorsque le gouvernement avait annoncé la disponibilité du Pfizer pour la deuxième dose de ceux qui avaient fait AstraZeneca, une partie de l'information n'a peut-être pas été vulgarisée comme il se devait. C'était le Grand Lomé qui était la première cible, puisque le Grand Lomé concentre, on va dire, le nombre le plus élevé de cas. Donc, le Grand Lomé était prioritaire dans l'administration de Pfizer en complément de AstraZeneca. Et cela se faisait selon la stratégie vaccinale qui était arrêtée et en fonction également des doses de vaccins que nous recevons. Donc aujourd'hui même, nous avons reçu de nouvelles doses de vaccins et dans la semaine, nous allons en recevoir. Ce qui fait que la stratégie a évolué et ceux qui sont à l'intérieur vont commencer par être éligibles à une deuxième dose, que ce soit de Pfizer ou d'AstraZeneca que nous allons recevoir. Je suis Norbert Djouadji de la radio Nana FM. Alors, dans certains pays, on constate que le vaccin est obligatoire. Est-ce que le Togo aussi envisage de rendre obligatoire la vaccination? Aujourd'hui, la démarche du gouvernement reste une démarche de conviction. Les campagnes de sensibilisation visent à faire adhérer à tous nos concitoyens à cette campagne de vaccination, que chacun se sente responsable de l'autre, que chacun sente la nécessité de se vacciner pour préserver son environnement, pour préserver les membres de sa famille. Et dans nos messages, il est clair qu'aujourd'hui, la vaccination n'est pas encore obligatoire. Mais nous avons des dispositifs légaux que nous pouvons mettre en mouvement pour rendre obligatoire la vaccination. Si la situation perdure, elle persiste, évidemment que des mesures comme celle-là pourraient être prises afin d'assurer l'immunité collective dans notre pays. Le projet de loi relatif aux modifications de la loi sur les conditions d'exercice de la liberté de réunion, de manifestation pacifique publique, quels sont les nouveaux éléments introduits? Et puis, est-ce que ces modifications répondent aux recommandations de l'examen périodique universel? Il faut d'abord resituer un peu le contexte dans lequel cette modification est intervenue. Il vous souvient qu'on avait mis en place, sur instruction du président de la République, une concertation nationale des acteurs politiques qui ont abordé divers sujets d'actualité, divers sujets d'intérêt national. Et au titre de ces sujets se trouvait, entre autres, l'organisation prochaine des élections régionales dans notre pays. Et donc, l'une des propositions qui ont découlé de cette concertation portait sur la réforme d'un certain nombre de textes. Le code électoral d'abord, pour tenir compte du souhait des acteurs politiques d'avoir une nouvelle composition de la Commission électorale nationale indépendante. Le Conseil des ministres en a pris acte et le code électoral aujourd'hui a été modifié sur un certain nombre de dispositions prenant en compte, entre autres, une nouvelle proposition de composition de la Commission électorale nationale indépendante, également des commissions électorales locales indépendantes, des bureaux de vote et aussi des commissions électorales d'ambassade qui sont indépendantes également. Donc, un premier travail a été fait sur une proposition de réforme du code électoral pour tenir compte de tous ces éléments et faire une véritable avancée.
sur la question. Également, pour tenir compte des élections régionales à venir, il était important de retoucher la loi sur la décentralisation et les libertés locales, ne serait-ce que pour d'abord déterminer par région le nombre de conseillers régionaux qu'il faudra élire, en tenant compte de la démographie, donc de la population de chacune des régions. Donc une grille a été fixée avec des intervalles qui permettent donc de fixer, en tenant compte de ces intervalles des populations, combien de conseillers régionaux nous élirons désormais pour chacune de nos régions. Et la troisième porte sur le test que vous avez évoqué, sur le test qui concerne les libertés et les manifestations. Je rappelle simplement le contexte de ce test. En 2019, pour diverses raisons liées au contexte de sécurité nationale que nous avions, il était apparu important de retoucher un certain nombre de points de ce test-là. Et en particulier les horaires de manifestation. Nous, avant, on pouvait manifester de 6 heures du matin à 22 heures. Vous voyez vous-même que dans le contexte de sécurité, on ne pouvait pas laisser une plage horaire aussi élargie, et notamment tout ce qui concerne les manifestations de nuit. Donc il avait été proposé à l'époque de les ramener de 11 heures à 18 heures. Un certain nombre d'acteurs ont fait des observations que le gouvernement a entendues. Le cadre de concertation également a fait des propositions. Et aujourd'hui, les horaires ont été revus conformément aux souhaits des uns et des autres. Et aujourd'hui, la discussion va continuer à l'Assemblée nationale, mais il est proposé aujourd'hui de faire des manifestations de 8 heures du matin à 18 heures, de sorte que les manifestations n'empêchent pas ceux qui doivent aller exercer leurs fonctions économiques, les fonctionnaires, les travailleurs, le matin à 8 heures, que les voies ne soient pas bloquées. Et puis à 18 heures, pourquoi 18 heures? Parce qu'il faut que les manifestations s'arrêtent suffisamment tôt, avant la tombée de la nuit, de sorte à sécuriser les manifestants qui rentrent chez eux et que la police et la gendarmerie qui doivent assurer notre sécurité puissent le faire pendant qu'il fait encore jour et que certains mal intentionnés ne profitent pas de l'obscurité pour créer des troubles à l'ordre public. Donc cette marge est proposée de 8 heures à 18 heures pour pouvoir faire les manifestations et cela tient compte bien évidemment des recommandations de la Commission nationale des droits de l'homme du Togo, de la société civile, d'un certain nombre de partenaires internationaux. Vous avez évoqué l'évaluation périodique universelle, mais je voudrais préciser que l'évaluation périodique universelle n'est pas concernée, si vous voulez, dans ces rapports-là. Ce sont plutôt des rapporteurs spéciaux à Genève, donc des Nations Unies à Genève, du Conseil des droits de l'homme, qui avaient fait quelques suggestions au Togo là-dessus. Et ça a été pris en compte. Il y avait un deuxième point également qui concernait les lieux où on pouvait manifester. Vous vous souvenez qu'on pouvait manifester quasiment partout dans le Lomé, mais toujours avec les mêmes questions de sécurité. Il avait été envisagé la possibilité d'interdire les manifestations dans certains milieux qui sont considérés comme stratégiques, le voisinage immédiat des camps ou des lieux de sécurité, le siège des institutions de la République. Vous voyez à peu près toutes les attaques qui sont faites dans le monde entier sur les lieux publics, sur les institutions de la République, et il nous semblait important de protéger ces lieux-là. Avec la réflexion des uns des autres aujourd'hui, on a revu également cette position pour tenir compte des avis qui ont été mis. Et aujourd'hui, à peu près globalement, on maintiendra un droit de manifester à peu près partout une fois encore, sauf naturellement sur les axes stratégiques. Vous voyez, notre pays, c'est un petit rectangle debout. Nous avons une nationale qui part de Lomé et qui va jusqu'à Saint-Cassé et qui va dans les autres pays. Il est évident qu'on ne peut pas bloquer cette nationale unique que nous avons par des manifestations. Donc, sur les axes importants, les nationales notamment, par exemple, l'interdiction sera maintenue. Aux abords des camps militaires et des lieux de sécurité, vous-même vous comprenez naturellement qu'on ne peut pas autoriser des manifestations dans ces lieux-là. Et puis on gardera également au niveau des sièges des institutions de la République une protection des institutions contre toute velléité éventuellement d'attaque qui pourrait profiter d'un cadre de manifestation. En dehors de ces endroits qui sont protégés, tous les autres endroits sont disponibles pour les manifestations. Et une fois que l'intention, la déclaration est faite au préfet ou au ministre de l'administration territoriale en fonction des lieux, ils apprécieront au cas par cas si éventuellement ils ont des objections en tenant compte du lieu, du temps, au moment où on voudra manifester. Est-ce qu'il y a par exemple un danger spécial qui est signalé? Ils pourraient éventuellement suggérer la possibilité de déplacer la manifestation ailleurs. Dans tous les cas, les observations qui doivent être faites par le ministre de l'administration territoriale ou bien par les autorités administratives en général vont faire l'objet d'une discussion avec les organisateurs de sorte à s'assurer que le droit à manifestation qui est prévu par notre Constitution soit respecté.
Et donc nous sommes aujourd'hui, avec la proposition qui a été faite par le cadre de concertation des acteurs politiques et l'examen que le Conseil des ministres a fait aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui totalement en conformité avec nos engagements internationaux et avec la Constitution togolaise. Moi, c'est Komla Gokache, rédacteur à Togo Presse. Ma question porte sur la gestion de la redevance de passation des marchés publics. Depuis un certain temps, certains médias relèvent que les entreprises togolaises ne gagnent pas de marché public. D'autres vont jusqu'à parler de magouille au niveau du ministère des Travaux publics. Est-ce qu'aujourd'hui, en renforçant la chaîne de passation des marchés publics et en accroissant les moyens mis à la disposition des acteurs, le problème serait résolu? Le gouvernement aujourd'hui a fait deux choses importantes. La première, il y a une communication sur la redevance sur les marchés publics, qui est une redevance qui sert non pas à lutter contre les magouilles, etc., que vous dites comme ça, mais à d'abord financer tous les acteurs qui interviennent dans la passation des marchés publics. L'autorité de régulation des marchés, et la direction du contrôle des marchés publics, et à leur donner les moyens de faire appliquer la réglementation existante dans le cas des marchés publics. Donc, la redevance en elle-même ne protégera pas, si vous voulez, contre des vérités de malversation sur les marchés publics, mais elle donnera les moyens à tous les acteurs de contrôle de pouvoir faire leur travail efficacement. Et avec une clé de répartition qui permettra autant à l'ARMP, à l'autorité de régulation des marchés publics, à la direction du contrôle des marchés publics et à tous les autres acteurs qui interviennent de pouvoir fonctionner normalement. Donc c'est une communication qui a été faite et le Conseil en a pris acte et des décisions vont être prises ultérieurement en s'appuyant sur les propositions de cette communication qui a été faite par le ministre de l'Économie et des Finances. Et puis il y a un début d'examen d'un nouveau code, si vous voulez, des marchés publics. Nous avions un code des marchés publics existant qui était basé sur des directives de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, donc l'UEMOA. Aujourd'hui, nous avons anticipé parce que le gouvernement fait faire un audit de toute la procédure de passation des marchés et les insuffisances qui ont été relevées sont corrigées dans ce projet. Et effectivement, dans le cadre de ce projet, on a fait une première lecture, ça va se poursuivre dans les prochaines séances du Conseil des ministres, l'autorité de régulation des marchés, son statut est en train d'être revu, avec la possibilité de lui donner plus d'indépendance et plus de moyens pour véritablement lutter contre ce que vous avez appelé tout à l'heure les magouilles éventuellement et les malversations dans la passation des marchés. Donc ce second texte, en revanche, lorsqu'il sera adopté complètement avec la nouvelle autorité de régulation des marchés, les autres instances de contrôle des marchés qui seront mises en place et les différentes règles de passation des marchés qui seront modernisées, naturellement, on peut espérer que avec l'appui de la redevance qui donne également les moyens de fonctionnement à ces institutions, on puisse véritablement limiter, sinon enrayer, si vous voulez, toutes les atteintes aux règles de passation des marchés. Donc aujourd'hui, c'est un point clé, si vous voulez, dans la transparence de la passation des marchés, dans la lutte contre l'impunité, si vous voulez, dans le cadre de détournement des deniers publics, et puis s'assurer que nous avons un véritable processus de passation des marchés qui soit fiable et qui permette à tous les acteurs togolais d'être satisfaits des conditions dans lesquelles les marchés sont attribués. Nous espérons qu'à la suite de cela, nos compatriotes ne se plaindront plus de ne pas pouvoir accéder à certains marchés publics. On sait que le gouvernement a rendu gratuit les frais de scolarité pour les collèges et lycées publics. Qu'en est-il des écoles privées? Est-ce que rien n'est fait pour eux? Continuant sa politique d'inclusion sociale et de prise en charge de la vulnérabilité, aujourd'hui nous sommes dans un contexte de Covid. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures sociales importantes. La gratuité aujourd'hui pour les collèges et lycées pour l'année à venir. Et nous avons pour les écoles publiques, le problème est réglé. Pour les confessionnels avec lesquels l'État a des conventions, le ministre des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat va rentrer en discussion avec les écoles confessionnelles pour voir dans quelle mesure ces dispositions devraient être également prises en compte. En revanche, pour les privés, l'école privée est une initiative économique privée avec de l'investissement privé. L'État ne peut pas imposer la gratuité dans l'école privée, bien évidemment. Vous vous rendez compte qu'il y a un bénéfice derrière qui doit être géré. Mais il me semble que d'un point de vue citoyen, les promoteurs d'écoles privées doivent également tenir compte de la tendance que l'État est en train de donner. En considérant qu'aujourd'hui, même si nous ne pouvons pas plafonner les frais de scolarisation dans le secteur privé, l'année où l'État annonce une gratuité de l'école publique totale aujourd'hui,
on avait déjà le primaire, on a le collège, on a le lycée. Ils devraient faire un effort, ne serait-ce que pour tenir compte également de la contrainte sanitaire qui englobe tous les parents aujourd'hui, pour ne pas, au minimum, élever à nouveau les frais de scolarité. Mais encore une fois, c'est un appel qu'on leur lance, de tenir compte également de cette tendance du gouvernement pour pouvoir également prendre en compte la contrainte qui s'impose aujourd'hui aux parents d'élèves pour ne pas élever ces frais. Mais encore une fois, le gouvernement ne peut pas aller leur imposer, si vous voulez, les frais de scolarité qu'ils doivent prendre, mais nous comptons sur leur sensibilité patriotique et leur sensibilité à la citoyenneté de l'ensemble de nos compatriotes pour pouvoir faire cet effort-là. Et vous venez là de suivre l'intégralité du point de presse après le Conseil des ministres tenu hier. On vient aussi de l'apprendre en Côte d'Ivoire, le décès de l'ancien Premier ministre Charles Konan-Banny à l'âge de 78 ans de Covid-19 à Paris où il était évacué. Il fut Premier ministre de 2005 à 2007. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à toute l'équipe de la réalisation. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.